Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier ainsi que le live d'avant-hier et de la vidéo de lundi matin. J'en ai fini avec ce narratif et cette idée philosophique par rapport à la tokenisation de soi via des nouveaux leviers de croissance du même coin qui redéfinit ici les règles de la social fi. J'espère que vous avez compris, j'espère que j'ai réussi à être concis par rapport à ma vision et ma représentation. Ça reste bien évidemment qu'un narratif, une possibilité, un chemin à emprunter. La seule chose que j'essaye de vous témoigner, c'est de renforcer ou d'invalider des billets de confirmation ou d'invalidation pour qu'on puisse de façon la plus rationnelle possible naviguer sur ces marchés, cet écosystème cryptographié. Aujourd'hui, on va faire un top crypto, le quasi top crypto d'une vie. Si on doit choisir des cryptos, elles sont peut-être ici par rapport à un narratif qui commence également à germer. Et là, on va aller chercher des leviers de croissance. Et si vous vous posez la question sur Bitcoin, c'est pas compliqué, c'est trop tard pour en acheter de façon rationnelle dans des zones de rechargement d'achat. Et ce n'est pas le cas de quelques crypto-pépites que je vous ai sélectionnées pour l'occasion, dans laquelle je vais commencer à relocaliser en arbitrant mes crypto-monnaies qui semblent ne pas très bien performer. On commence maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats sur mes cryptoactifs préférés comme les marchés traditionnels, là où j'en suis exposé. On a créé un site, c'est notamment Toani qui a pris cette initiative pour créer notre Linktree. Vous avez toutes les informations, tous les sites que nous utilisons, que ce soit techniques ou fondamentales, pour pouvoir continuer à alimenter votre connaissance sur cet écosystème cryptographié. On utilise un indicateur que Toini nous a créé, qui a pris plusieurs dizaines d'heures pour pouvoir nous le concocter. C'est ici l'indicateur ultime EMA50 et on va donc encore une fois, comme à chaque crypto des membres, l'utiliser dans cette vidéo. Il y est toujours en offre limitée, 29 euros, et ça va plus que doubler d'ici quelques jours. Donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Bien évidemment, vous connaissez la règle d'or de la communauté des rois. Si on augmente un prix, on augmente la valeur. Et pour toutes celles et ceux qui ont d'ores et déjà investi dans cet indicateur, bravo à vous, parce que d'ici quelques jours, vous aurez une nouveauté. On en a discuté pas plus tard qu'hier soir avec l'ensemble des membres érudits. Je pense que ça va vous plaire. Si vous n'êtes pas tous les jours devant les écrans, si vous n'êtes pas systématiquement à essayer de scruter les petites crypto-pépites, rassurez-vous, cet indicateur vous donnera les signaux lorsque celui-ci arrive. C'est la nouveauté qu'on est en train de développer, que Toani, avec quelques membres, sont en train de développer, et j'espère que ça va vous plaire. Donc si vous voulez profiter de l'offre actuelle en attendant patiemment une nouveauté et d'autres nouveautés qui arriveront à cet indicateur, je vous le dis franchement, c'est peut-être un bon coup. On en a regardé encore hier cet indicateur. Honnêtement, il est hallucinant. On ne pensait pas que ça allait être aussi fou, mais plus on l'utilise, plus on se dit c'est quand même fortement hallucinant cet indicateur technique. Et c'est tout simplement qu'une EMA 50 et un cross d'EMA 50, mais à quel point ça fonctionne d'une dimension institutionnelle. Vous savez, des fois, il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées, il n'y a pas besoin d'être intelligent pour gagner et investir de façon rationnelle sur ces marchés. Côté Bitcoin, très simple. Toujours dans ce point d'interrogation. Comme on aime bien se mouiller chez les rois, et j'aime bien me mouiller, et en réalité, je prends pas trop de risques en disant ça, puisqu'on est bien dans une tendance bien installée. Tous les indicateurs sont en vert, voire vert clair. Je l'ai tweeté encore ce matin, très tôt ce matin. J'ai eu une larme qui a coulé de mon œil. Breaking news, 3 milliards de dollars ont été ajoutés dans le marché crypto-monnaie cette nuit du côté de la capitalisation totale des stablecoins. 3 milliards de dollars. L'argent afflue, il ne sort pas de ce marché. Donc si on imagine des tops hypothétiques, si on imagine des signaux de news catalysantes baissières, etc., je crois qu'on n'est pas près des news catalysantes haussières qu'on va avoir qui pourraient être considérées comme des news baissières. Je vais essayer de vous en donner une, par exemple. Ça peut être le listing, parce que je m'étais trompé, je vous avais dit que Base, par exemple, le token Base, n'aurait pas de token par rapport à la direction
et du conglomérat par rapport à Base, la blockchain de Coinbase, le layer 2, par rapport à un token. Il semblerait effectivement, j'avais loupé cette information-là puisque je ne regarde pas du tout cette blockchain pour plein de raisons différentes et notamment par rapport à sa décorrélation, par rapport à son cas d'utilisation, même s'il y a une TVL énorme par rapport à sa valeur entre guillemets intrinsèque actuelle. Donc c'est la raison pour laquelle je ne regarde pas et surtout qu'il y a pas de token actuellement. Maintenant, ça reste une boîte américaine, une blockchain, donc sur le sol américain et pour le coup, c'est là-bas que ça se passe entre guillemets. Donc effectivement, vous avez raison. J'ai pas trop regardé, Base et je me suis trompé. Il y aura peut-être un token et probablement d'ailleurs un token qui devrait apparaître sur cette blockchain et je m'excuse pour avoir fait, cette petite erreur une nouvelle fois. C'est ça qui pourrait potentiellement donner une news extrêmement catalysante au niveau des États-Unis par rapport au token Base, comme il l'avait fait précédemment, c'était en avril 2021, lors de l'introduction en bourse de Coinbase. C'était très exactement ici, avril 2021, introduction en bourse de Coinbase, et le token, ou en tout cas le marché, s'est dégradé, a dévissé. Mais oh, on est loin encore d'avoir atteint la réciprocité d'un 65 000 dollars sur le cycle haussier tel qu'on l'a actuellement. On serait peut-être à ce moment-là à 160, peut-être 180 000 dollars pour Bitcoin si on peut faire éventuellement un rapprochement arithmétique assez simpliste. Donc ça peut être des news catalysantes. Il faut vraiment que ces news-là, elles soient, il faut le comprendre, hein, il faut qu'elles soient attendues. Donc les news catalysantes potentielles de top sont toujours attendues par le marché. Exemple, une baisse de taux. C'est une news. Exemple, un listing sur, un ETF au comptant bitcoin, par exemple un 10 janvier 2024, comme très exactement ici. Donc buy the rumor, sell the news et le marché avait bel et bien décroché parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on attend, qu'on aille racler tous les stops pour pouvoir se réengager sur ce marché. Si on est dans une optique de chercher des tops potentiels en vue d'acheter un dip, ils ne se passeront pas. Les dips se passent toujours dans le déni. Les tops se produisent toujours dans les dénis. Donc, comme on est sur une agglomération de bonnes nouvelles, mais des nouvelles qui sont cinglantes et opportunistes, si vous voulez, des choses qui ne sont pas dictées et pricées par le marché, on ne peut malheureusement pas y définir un top. Je ne sais pas si vous me comprenez par rapport à ça. Donc vous en avez d'autres. Si vous voulez un top potentiel, ça peut être, je sais pas moi, un indice crypto ETF qui va être proposé par BlackRock, qui reprend les 50 cryptos les plus capitalisés. Et ça, on vous le dit aujourd'hui. Il va sortir quand? Bah, il a été déposé à la SEC, donc il pourrait arriver d'ici le mois d'avril 2025, d'ici quelques mois. Bon, bah, vous avez compris ici que le marché va probablement s'emballer en l'air, où il y aura des feux d'artifice de partout sur nos top 50 des crypto-pépites préférées et honnêtement, qu'on le veuille ou non, on l'aura quand même bien mérité. Et là, je vous dirais: «Waouh! Attention!» parce que l'objectif, c'est de faire entrer un maximum de value, maximum de flux financiers en amont du pricing de cet ETF indiciel crypto. Et vous voyez qu'on l'aura attendu, qu'on l'aura vu, qu'on l'aura validé, qu'on l'aura consensualisé. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des news, si vous voulez, de top. C'est exactement la même chose ici, en novembre 2021. Alors, c'était pas exactement en novembre 2021, c'est plutôt fin octobre 2021. Là où malheureusement, je ne l'avais pas suffisamment bien analysé, non pas par rapport à un ETF au comptant Bitcoin, mais ici, la possibilité sur le sol américain de spéculer sur des contrats à terme sur Bitcoin, donc sur des contrats futurs. Et malheureusement, je me suis dit: «Ah bah non, c'est pas vraiment ce qu'on attendait. C'est un joujou entre guillemets institutionnalisé. Ça a bien respecté la cyclicité, mais j'attendais moi plutôt un ETF au comptant Bitcoin». Et ça faisait en fait depuis 2019-2020 qu'on attendait un ETF au comptant Bitcoin. D'ailleurs, avant cela, les frères Winklevoss, qui étaient d'ailleurs et qui a participé à l'investisseur de Donald Trump et qui ont financé la campagne de Donald Trump via l'exchange Gemini notamment, avait déjà tenté de déposer en 2014 un ETF au comptant Bitcoin. Vous imaginez à quel point ça dure et à quel point ça date? Voilà, donc c'est ça qu'on peut éventuellement tenter d'anticiper, tenter de pricer pour en voir et pour en définir un top. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Donc non, si la réponse, si je peux donner ma vision et ma perception par rapport au marché sur une éventualité de top ou un signe de top, j'en vois, je vous le dis, hein, j'en vois aucun. Et c'est la raison pour laquelle je vais me mouiller. Je vois d'ici moins de 10 jours Bitcoin au-dessus des 110 000 dollars et d'ici moins de 2 semaines au-dessus des 120 000 dollars. Parce qu'on est dans un flux et en fait, on ne va pas tenter d'essayer d'alimenter des billets que nous ne voyons pas pour essayer d'anticiper un potentiel point de top. On le trouve, je vous le dis, on ne le trouvera pas. Il y aura, enfin, personne ici dira c'est le top.
J'ai juste essayé de le faire et je vous le témoigne, mais il est pas avant fin septembre, début octobre 2025, voire fin octobre, début novembre 2025. Il est là mon signal de top temporel cyclique sur Bitcoin et effectivement, ça peut être bien avant sur nos cryptoactifs préférés, mais ils devront être catalysés. Un catalyseur qui est très intéressant, c'est ça, voilà, un ETF indiciel type Nasdaq qui va être proposé par Fidelity, par ARK Invest ou par BlackRock. Et là, je vous le dis, on prend les pop-corn, on met les lunettes 3D et on attend que ça se passe et on prend des TP quand ça arrive sur notre plan. J'espère que ça a été, important. En tout cas, j'espère que j'ai été clair là-dessus. C'est clairement ma représentation du marché actuel. On passe tout de suite au top crypto. Formidable. Bon, je vous ai listé très exactement 10 crypto-monnaies. 10 crypto-monnaies qu'ont, de façon de près ou de loin, avoir ou vous devez très probablement avoir ces crypto-monnaies dans votre portefeuille. Si c'est le cas, c'est cool. Si c'est pas le cas, regardez et redynamisez votre portefeuille, ou peut-être repondérer votre portefeuille. C'est soit il est beaucoup trop axé sur du risque, peut-être mal géré ou mal interprété, sauf si vous voulez vraiment faire des fois 100 et cetera, hein, ou des fois 200, c'est pas complètement possible sur des cryptos très exotiques. Mais si on a bien compris tout l'écosystème qui nous entoure par rapport à ces ruptures et des révolutions technologiques, non pas dans des cas, émotionnels ou sentimentaux, mais plutôt dans des cas d'applicatifs et d'usage, à ce moment-là, vous devez au moins avoir une, peut-être voire 2 crypto-monnaies que je vais vous citer aujourd'hui dans votre porte-monnaie et l'idée, c'est de les conserver tout simplement. Et je pense qu'elles sont dans une bonne dynamique pour pouvoir continuer à prospérer. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous montre ces crypto-monnaies en particulier? Et c'est presque le portefeuille top crypto 10 parfait pour bien débuter dans les crypto-monnaies à l'heure où je vous parle, même si dans certains cas on est hors zone. Donc si on doit appliquer la stratégie des 4 rois, vous avez compris, ça ne marchera pas notamment sur Ethereum, parce qu'on est hors zone actuellement sur Ethereum. Et si on voulait éventuellement s'intéresser à Ethereum, vous avez eu une possibilité sur un investissement 1 qui a d'ailleurs défini un point pivot ici sur le trait vert aux alentours des 1 500 $. Beaucoup de la communauté des rois, puisque j'en faisais partie à ce moment-là et je l'avais matraqué, nous on a acheté très exactement à 1 280 $ sur un investissement 1 sur Ethereum. Et c'est au moment où en fait on rentre dans la zone de rechargement d'achat moyen terme, court terme, long terme sur une éco-classe, voire une première classe en rouge, qu'on commence à activer cet indicateur technique. Et ça nous donne, boum, ici, investissement 1, quelques semaines plus tard. Et on a déjà pris le TP numéro 1. Donc tous ceux qui sont rentrés à l'heure où je vous parle dans Ethereum, le capital est couvert. Si vous suivez la stratégie des 4 rois, vous ne pouvez plus perdre d'argent sur Ethereum et vous vous payez le luxe aujourd'hui d'avoir de l'Ether gratos. Ça, c'est la promesse de la stratégie des 4 rois. Ça ne marche pas sur toutes nos cryptos à l'heure où je vous parle, mais c'est la tendance que ça doit prendre dans les prochaines semaines, prochains mois, si bel et bien le cycle lancé, relancé ou redynamisé, voire explosif sur des news qu'on peut anticiper, mais elles sont plutôt haussières à venir et non pas baissières, en tout cas dans ma représentation actuelle. Je vais juste vous parler de 3 choses avant. La première chose, c'est celle-ci. J'ai pleuré toute la nuit, les 14 heures folles qui ont fait trembler les partisans de TikTok. On repart donc via Donald Trump pour 75 jours. La règle est simple, la demande est simple, la sanction est simple. Vous avez 75 jours pour que TikTok se mette au pli et que les États-Unis intègrent via des boîtes américaines privées 50% du capital de TikTok monde. Waouh! Elle est pas belle la vie? Donc qu'est-ce qu'on fait? Ils y vont pas? La Chine plie ou ne plie pas? C'est intéressant. À mon avis, on n'en a pas fini d'entendre parler mais vous imaginez pas, en fait, la douleur que ça a procuré. C'est beaucoup d'adolescents et d'adultes américains et le nombre d'influenceurs qui gagnent leur vie grâce à ce réseau social TikTok. C'est ça peut faire partie, on peut-être que vous ne l'avez pas vu comme ça, mais ça peut faire partie d'un drame, humain sans précédent, ce type de choses. Et c'est que en faisant ce type d'initiative qu'on on se rend compte de la violence des réseaux sociaux par rapport à des addictions, que ce soit pour les plus jeunes ou les moins jeunes. C'est d'une violence inouïe et c'est clairement pas dans le but des pouvoirs publics de contraindre via tous les artifices possibles et imaginables de, espionnage de masse et cetera. Parce que jusqu'aux preuves du contraire, c'est celui qui dit qui est, hein, on va pas se mentir. Les États-Unis, ils sont largement en avance sur l'espionnage de masse mondial par rapport à leurs différentes applications aujourd'hui, notamment GAFAM. C'est pas pour autant que la Chine a imposé, via un rapport de force économique et technologique, les États-Unis à prendre possession de la moitié de Twitter ou de la moitié de Google et cetera. Bien que, partons du principe qu'un bras armé de la Chine, s'il est encore là, CZ,
qui participent, hein, au capital de Twitter. Peut-être, tout ça, on ne sait pas tout, hein, on ne sait pas tout. Mais techniquement, vous comprenez que la voie des chaises musicales tourne et il semblerait que les États-Unis ont décidé ici de taper très fort et j'espère que ça va bien se passer parce que je m'en fiche que la Chine ici, prenne parti, prenne pas parti, que les États-Unis, machin truc. En fait, je m'en fiche de tout ça. Ce que je veux juste préserver, c'est, le mental ou la prévention des jeunes Américains qui sont accros à ce réseau social et c'est pas en coupant du jour au lendemain que malheureusement ça va régler le problème. Je vous le dis franchement, ça risque d'en amplifier et de germer des problèmes que peu aujourd'hui ont anticipé. Voilà, j'espère que j'ai été clair là-dessus. Donc voilà, ça c'est Trump, ça vous permet en fait de mettre en exergue un petit peu la dynamique de Trump. C'est il le dit, il le fait, hein, c'est pas compliqué, ça prend pas 2 heures, c'est immédiat et on réactive, on appuie sur le bouton. Donc c'est, s'il disait de son confrère, qui est pas forcément son confrère, heu, le président, dictateur nord-coréen, Kim Jong-un, Rocketman. Bon, bah, je vais appeler Donald Trump, Clicketman, hein, parce qu'à chaque fois qu'il clique, ça se fait, quoi. C'est un petit peu comme ça l'idée. Vous avez donc 70 décrets qui ont été signés par Donald Trump, donc je ne sais pas si c'est 78, ça reste sur un fil Twitter de Josie, Cesarini, qui, a aggloméré sur beaucoup de médias, dont Wikipédia, pas mal d'informations sur les amendements qui avaient été donc émis par Donald Trump et les équipes de Donald Trump en avance de son investiture. Est-ce qu'il les a tous signés? Est-ce qu'il les a pas signés? Est-ce qu'il va en signer d'autres? En fait, il y en a plein qui vont arriver. Maintenant, la question, c'est la mise en application. Parce que c'est évident de faire 400 décrets, pas forcément comme ça que ça se passe aux États-Unis, ni en Europe, et ni dans les pays démocratiques et occidentalisés. Donc, comme quoi, Donald Trump, c'est pas Xi Jinping. Donc, c'est 78, à mon avis, décrets. Il y en a beaucoup qui vont passer et qui peuvent passer en force, bien évidemment, puisque ça peut être anticipé par rapport à une mise en application, mais ça repassera par les chambres des représentants et il y en a qui vont peut-être potentiellement être annulés. Voilà. Donc, en fonction de ça. Donc, logiquement, il a les pleins pouvoirs, hein. Il devrait, on l'espère, avoir, pour avoir une politique cohérente, la chambre haute, la chambre basse et beaucoup de ces décrets pourraient passer. Il y a 2 choses en fait que j'ai relevées dans ces décrets-là. Un, on oublie l'écologie et 2, ça risque de swinguer pour l'emploi. Parce qu'il y a beaucoup, il y a eu les gels d'emplois, rappelez-vous, par rapport à ce qu'on avait parlé il y a encore quelques mois en arrière sur, la tendance, de la fédérale, du gouvernement américain à compenser la baisse des nouvelles embauches, notamment dans le secteur privé par rapport au secteur public. Donald Trump l'a mis par décret, on gèle les embauches fédérales. Waouh! Sauf, trucs critiques ou défense, sécurité nationale, alors vous connaissez le tableau. Et à mon avis, ça va avoir un impact assez fort par rapport aux anticipations de nouveaux demandeurs d'emploi qui ne seront pas passés dans les prochaines semaines, prochains mois en emploi, sur potentiellement des promesses d'embauche, hein, qui devraient en fait vaciller d'ici les 3 prochains mois, si ces décrets sont mis en place. Ça risque vraiment de swinger parce que je doute franchement que le secteur privé américain, par rapport à tous les signaux de récession et récessionniste que nous avons depuis maintenant et qu'on nous accumulons depuis les 2 dernières années, que en fait le privé arrive à compenser. Il va falloir avoir en fait, vous savez, hein, quand vous prenez d'un côté, il faut donner de l'autre. Donc il faut voir des bonnes news, pas forcément que la planche à billets, mais des subventions importantes. Et quand on parle de subventions importantes, si vous parlez du quiproquo, enfin, ou en tout cas du pied de nez qui a été fait, et ce que je comprends pas personnellement, c'est qu'on enlève l'intégralité ou ils décident d'enlever l'aide écologique, ou enfin le bonus écologique pour les voitures électriques. Bon, je me dis, Elon Musk, il fait partie du Doge, et on a bien rigolé par rapport à la photo qu'on a eue. Je trouve ça juste assez dingue de se dire, mais bah, attends, Elon Musk, il fait partie de ton gouvernement et tu lui sucres, entre guillemets, sa marge. Parce que, en fait, il faut bien le comprendre comme ça. La marge de Tesla, c'est le bonus écologique américain. Si vous enlevez le bonus écologique, il n'y a plus de marge du côté. Donc, il va falloir bien le compenser. Donc, il faut pas prendre tout ou rien, il faut juste essayer d'aller voir et entrevoir qu'est-ce qui se passe pour compenser et quel est l'outil ou quel est l'effet de levier pour compenser le retrait du bonus écologique sur les véhicules, notamment américains. Alors, est-ce que Tesla ne va pas forcément être impacté parce que c'est une entreprise américaine et il n'y a que les entreprises européennes par rapport au bonus écologique qui vont être impactées, comme par exemple Peugeot. On l'a vu, sur 28 véhicules, il n'y en a plus que 17 aujourd'hui qui font partie des réglementations du bonus écologique américain. C'est un coup de poignard, hein, je vous le dis franchement, la politique est dure, hein, sur ces pays-là, c'est une politique de domination. Donc il faut l'accepter parce que bon, ils ont de quoi, ils ont l'argent et ils ont les armes pour pouvoir l'imposer, mais ça reste assez brutal. Donc voilà, je ne vais pas trop fouiller de ce côté-là, je vous laisserai regarder. Mais c'est l'idée de mon discours, c'est tout simplement d'essayer d'aller voir, en fonction d'une information, aller voir toujours la contrepartie. Et en fait, vous allez voir que systématiquement, il existe une contrepartie. C'était un petit peu le message
de ce début de vidéo. Je continue avec mon top crypto. On commence par Ethereum. Ethereum, vous savez, hein, plateforme décentralisée qui a été émise par Vitalik Buterin, qui est son fondateur qui est basé actuellement en Suisse. C'est un développeur canadien d'origine russe et qui avait lancé son ICO en 2014 sur un coût d'acquisition de 30 centimes de dollars et qui aurait distribué 80% de la supply à l'ensemble des détenteurs ou en tout cas des initiateurs et des investisseurs de son projet initialement. On va parler du problème qu'il résout. Peut-être que vous l'avez oublié. C'était par exemple, c'était par rapport à une absence cruelle d'infrastructures, on peut dire universelles, de développement et d'exécution d'applicatifs de manière décentralisée. C'était ça la première idée de Vitalik Buterin. Et on va parler donc ici, on va introduire, pour essayer de suivre un narratif qui est en train de germer actuellement, donc on va donc parler ici des effets de levier ou des leviers de croissance qu'on peut avoir, notamment vis-à-vis du fee switch. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les autres tendances, on les a d'ores et déjà consommées. Rappelez-vous, vous avez le premier levier de croissance, c'est les airdrops par rapport à un projet cryptographique. Vous faites des airdrops, ça permet d'attirer énormément de développeurs, énormément de candidats, énormément d'utilisateurs pour commencer à tester, backtester le protocole. Et en fonction du travail ou du niveau de travail que vous avez fait, du niveau de contribution et du temps que vous y apportez, vous avez un airdrop. Hein, on a eu Startnet, vous avez eu heu, Algorand, vous en avez il y en a plein en fait des airdrops, hein. Il y en a des milliers des airdrops et c'est comme ça qu'on incentive une communauté et des développeurs pour pouvoir venir travailler directement sur la blockchain. Ça, c'était un premier levier de croissance qui a complètement été consommé parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai presque envie de dire que les 5 ou 10 derniers airdrops ont tous déçu et les plus gros airdrops attendus ont tous déçu. Donc il ne peut plus faire partie ici d'un potentiel levier de croissance de décalage de prix par rapport à une crypto-monnaie visée, même si c'est du airdrop qui revient après, hein, par rapport à une émission de token. Vous avez un deuxième levier qui a été utilisé notamment en 2021 et qui a été pris un petit peu de court l'ensemble du marché cryptographique pour essayer de maintenir la fuite des capitaux et que ça a clairement pas fonctionné, c'est le mécanisme de burn. Le mécanisme de burn, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à un projet à brûler des jetons, donc à envoyer des jetons qui devaient être initialement alloués dans une forme d'inflation programmée, mais de l'envoyer sur une adresse où on ne détient pas de clé privée. C'est-à-dire qu'on ne peut plus récupérer ces tokens-là. Ils existent, ils sont numériques, mais ils sont inaccessibles. Par exemple, la personne qui a brûlé, potentiellement, hein, c'est encore une fois un grand point d'interrogation, le plus de bitcoin, c'est Satoshi Nakamoto. 1 million de bitcoin, un peu plus aujourd'hui en termes de valeur bitcoin parce qu'il s'est fait dropper, enfin il s'est fait envoyer beaucoup de tokens sur son adresse. Bon, plus d'1 million de bitcoin, on parle d'un peu plus de 1 100 000 bitcoins. Bah, partez du principe que s'il a cramé son bout de papier, bah, en réalité, il a brûlé, et ça vient de là, hein, c'est brûler ces 24 mots-clés, donc ça a burné. Les tokens existent toujours, ils sont inscrits dans la blockchain, mais ils sont inaccessibles. Vous avez un troisième levier de croissance qui a beaucoup germé également sur ce fin d'année 2021-2022, qui a été aussi à l'origine d'un déloc assez important, notamment par rapport à l'affaire de Celsius Network, qui s'appelle le yield farming, le staking. Donc la capacité à locker dans un protocole, notamment de proof of stake, une certaine quantité de tokens et qui va directement générer des revenus. Intéressant. Mais ça encore, c'est quelque chose de programmé, c'est quelque chose de connu. Vous en avez un quatrième qui s'appelle le restaking. Et là, vous avez plusieurs sociétés, notamment comme Lido, comme Jito, qui proposent ce mécanisme de restaking pour créer de la valeur sur la valeur qui est directement associé à quoi? À un effet de levier. Vous comprenez bien ici que si le yield farming est directement lié à l'inflation du token, le restaking, lui, est directement un effet de levier de cette inflation tokenisée. L'airdrop, si on devait le définir, ce serait davantage considéré comme un arbitrage central. Un groupe de développeurs qui va décider d'envoyer une quantité de tokens en fonction du travail qui a été réalisé par la communauté, sans savoir pour autant quels seront les strates ou quels seront les objectifs à atteindre pour recevoir une quantité telle ou telle de tokens airdroppés. Donc ça reste bien un arbitrage ici centralisé. Le burn, vous comprenez que généralement, ou la plupart du temps, c'est toujours basé sur un consensus. Le mécanisme de burn est souvent décidé par rapport à la communauté, la gouvernance. Ça a été le pouvoir qui a été donné il y a quelques années à l'ensemble des communautés pour dire, OK, on a ça comme tokens qui ont été émis, soit on les distribue, soit on les investit, soit on les brûle. Et c'est ça, en fait, qu'on vous explique, notamment si vous êtes sur Swissborg et si vous faites partie des gardiens, ben, on vous envoie une demande pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire des tokens Borg qui sont émis via l'inflation naturelle programmée du protocole du Borg, ex-CHSB. Vous avez une cinquième
effet de levier ou un cinquième levier de croissance, c'est l'incentive liquidity. C'est l'idée de récompenser les apporteurs de liquidités, un petit peu du market making décentralisé. Si vous avez du supply, vous l'apportez, vous le bloquez et on vous récompense directement par rapport à votre blocage ou par rapport à cet apport de liquidité. Donc il est toujours mouvant, il est toujours disponible, mais en fonction du moment où vous l'apportez, vous participez en fait à créer un ajout de liquidité pour au moins engager les volatilités par rapport aux directions et pour pouvoir limiter la volatilité des marchés. Donc ça, c'est quelque chose de très connu, ça vient du marché traditionnel et ça fait partie d'un levier de croissance qui est utilisé. Mais aujourd'hui, il y a suffisamment de liquidité, on pourrait dire. Il n'y a pas forcément, parce qu'on confond souvent, le nombre de tokens disponibles et la liquidité sur le marché. Donc aujourd'hui, il y a moins de tokens Bitcoin sur les échangeurs, mais il y a beaucoup plus de liquidité sur les échangeurs. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important. Donc en fait, c'est la distance ou la distorsion entre la liquidité et le supply qui va créer des chocs, soit un choc d'offre, soit un choc de demande. Vous comprenez un petit peu l'idée. Et c'est la raison pour laquelle, quand on voit des tokens sortir des échangeurs, c'est plutôt révélé comme bullish. Quand on voit des tokens qui sont ajoutés sur les échangeurs, c'est plutôt bearish. Parce qu'à un moment donné, si vous mettez vos tokens sur les échangeurs, c'est pas pour aller les staker chez CZ ou chez Coinbase, parce que déjà qu'ils vous prennent 70% de commission, ils vous reprennent 10% de commission. Sur les échanges, ils vous reprennent 10. Non, vous allez les mettre directement sur les protocoles, bien évidemment. Si vous avez quelques millions de dollars à mettre sur ce marché-là, je pense que vous avez un petit peu réfléchi à comment on pouvait éventuellement optimiser des rendements passifs par rapport à ces millions de dollars. Bon, si vous avez 100 balles, on les met ou 1000 balles ou 10 000 balles. On peut les mettre directement sur Binance, sur Coinbase ou peu importe. Mais si vous avez un peu plus, généralement, vous avez la possibilité de vous offrir une équipe spécialisée qui vous permet d'allouer vos tokens de façon rationalisée pour avoir un maximum de rendement. Vous avez donc ici un sixième levier de croissance. Et ce levier de croissance, c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui par rapport au switch, enfin fee switch, le fameux terme qu'on a déjà parlé il y a quelques temps en arrière. Et ce qui est super intéressant dans ce Fishwitz, c'est que ça nous donne en fait une révélation assez forte d'une idée de business model viable dans la durée qu'on peut directement piquer des marchés traditionnels pour en calculer un PER. On avait passé des heures avec les académiciens à travailler là-dessus. J'ai envie de le faire avec vous, vous allez comprendre, ça fonctionne très bien. Si on prend Ethereum, aujourd'hui, Ethereum génère 2,7 milliards de dollars sur les 365 jours en termes de revenus fees par une capitalisation de 400 milliards de dollars. Pour aller trouver ces informations-là, vous pouvez aller faire un petit tour du côté qui tourne beaucoup sur Twitter actuellement, c'est Token Terminal. Vous mettez ici 365 jours ou maximum, et 365 jours. Et moi, ça me permet d'avoir en fait le revenu annuel entre aujourd'hui et fin janvier 2024 pour voir combien a généré la blockchain Ethereum. Ici, Ethereum a généré 2,4 43 milliards de dollars. J'arrondis à 2,5, c'est plus facile parce qu'on n'a pas forcément non plus toutes les informations sur ce type de site. Ça reste des estimations, c'est très très difficile d'aller récupérer ce type de data, surtout sur une chaîne. Même si c'est disponible, ça reste toujours difficile de bien le condenser, si vous voulez, de le traduire, de le sortir. Sur 400 milliards de dollars de capitalisation, ça vous fait un PER à la Tesla, 160. C'est quoi le PER? C'est le nombre d'années de revenus générés par le protocole pour arriver à sa capitalisation boursière. Même si vous avez raison et vous allez très bien potentiellement me le mettre dans les commentaires, la capitalisation boursière des tokens n'ont rien à voir avec la capitalisation boursière des entreprises dites traditionnelles. Vous avez tout à fait raison. Ça n'a rien à voir. Mais à un moment donné, il faut essayer de travailler sur une base de calcul. Et ce qu'on veut chercher ici, c'est pas forcément comparer Tesla, et vous avez raison, par rapport à Ethereum, c'est comparer au sein de l'écosystème crypto sur une base de calcul équivalente. J'aurais très bien pu dire, vous pouvez faire 2,5 milliards de dollars divisé par, ou combien d'années il faut pour atteindre les 400 milliards de dollars, divisé par 2. Donc à ce moment-là, on passe de 160 à 80. Et on pourrait très bien dire la même chose pour dire oui, mais par rapport à mes calculs, c'est plutôt divisé par 4. Donc si on devait traduire Tesla, Apple par rapport à Ethereum, à ce moment-là, la capitalisation tokenomics de Ethereum, ce serait divisé par 4. En réalité, on s'en fout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on veut, nous, directement, aller chercher à l'intérieur même de l'écosystème. Si je prends l'exemple de TRX actuellement, son PER est égal à 8. C'est ça. Si vous comparez TRX par rapport à Ethereum, son PER est égal à 8 actuellement. Et si on prend dans une narrative émotionnelle, si vous voulez, par rapport à un PER normal aux États-Unis ou en Europe,
on est entre 10 et 12 en Europe, on est entre 15 et 20, voire 25 sur un consensus aux États-Unis. Actuellement, en fait, TRX est à 8. Et c'est la raison pour laquelle, même si on est actuellement hors zone par rapport à ce token, on peut le reprendre ici, donc 21 milliards de dollars de capitalisation, et qu'on le reprend juste ici vis-à-vis de l'indicateur de Twenty, non, on ne peut pas investir là-dedans. On prend des TP numéro 2, TP numéro 3, et on est en train de prendre des profits pour celles et ceux qui sont actuellement sur cette technologie-là, qui était en fait initialement dédiée à essayer de résoudre une problématique de centralisation trop excessive et des frais beaucoup trop élevés en réponse à la blockchain Ethereum. Que Ethereum était nativement trop centralisé et beaucoup trop cher, notamment via le proof of work. Et en fait, quand on reprend par rapport à une efficacité, à une baisse au niveau des prix, des fees vers TRX, moi j'utilise beaucoup Tron, notamment pour vous envoyer les giveaways, etc. Parce que ça coûte que dalle en fait d'utiliser la blockchain Tron. Elle est super efficace. Et par rapport à son net revenu value corrélé par rapport à sa capitalisation, il y a encore de la croissance potentielle. C'est le mot que j'ai envie de vous témoigner ici. Parce que l'objectif, c'est d'essayer et de tenter de faire une forme d'arbitrage pour dire, OK, on va partir sur un consensus. Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 15? Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 5? On s'en fiche. À un moment donné, on trouvera ce consensus de valeur. On trouvera un fameux PER cryptographique. Je ne vais pas le deviner. Je ne peux pas vous en proposer un. Je me dis que 15, c'est bien, par exemple, mais je le sors de mon chapeau. Donc ça ne sert à rien, en fait, de trop spéculer là-dessus, parce que ce qu'on va rechercher, c'est plutôt les disparités au sein de l'écosystème. Et il met en place, ou il peut mettre en place, l'idée de générer des transactions pour les redistribuer directement aux détenteurs du TRX. Eh oui, c'est ça qui est intéressant. Donc tous les projets que je vais vous parler ici, donc tous les projets en somme qui génèrent de la value fees, ont un potentiel pouvoir de redistribution directement au sein de son propre écosystème, au sein des détenteurs de ces derniers tokens. Vous avez par exemple Uniswap, et c'est très drôle. Vous prenez TRX plutôt les 1, vous prenez Uniswap plutôt dans l'idée ERC20 DeFi, vous avez ici 8 milliards de dollars de capitalisation pour 1 milliard de fees. 8. Intéressant. Vous en avez d'autres comme Solana, avec 124 milliards de dollars de capitalisation, et vous avez 800 millions de dollars de fees. Ah oui, Solana, c'est rapide, c'est pas cher. Donc c'est sûr que c'est une grosse capitalisation, donc très sécurisée, évidemment, puisque la capitalisation est directement corrélée par rapport à la sécurité du réseau. Mais vous avez ici 800 millions de dollars de fees, ou 900 millions de dollars de fees. On peut arrondir, ça fait un PER de 155. Donc c'est intéressant de comparer ici Solana par rapport à Ethereum. Ethereum, qu'on a l'impression que graphiquement, il est en retard par rapport au Solana. Mais si on prend strictement la net value des fees générés par rapport à la capitalisation, ils sont quasiment au même niveau. Intéressant, hein, ce que je dis, en termes de PER. Donc si Solana continue à avoir, écoutez-moi, hein, continue à avoir énormément de projets qui se créent, énormément de meme coins qui se créent, et c'est bon pour Solana d'avoir plein de meme coins, donc ça va générer du réseau, donc ça va générer du flux, donc ça va générer des fees, à ce moment-là, le token Solana devrait s'apprécier par rapport à un PER actuellement qui est peut-être d'ores et déjà trop évalué. Mais vous avez compris un petit peu l'idée, puisqu'on va chercher ici la croissance potentielle, donc on essaie de pricer la croissance potentielle, qui est très élevée. Et en réalité, celui qui s'est mis une sacrée balle dans le pied, c'est Ethereum. Et c'est la raison pour laquelle on a cette tendance à penser, bah putain, mais Ethereum, ça monte pas, quoi. Bah oui, mais Shanghai, c'est beau d'avoir divisé par 10 les frais de transaction. Mais ça divise par 10 aussi les frais, tout simplement, de pognon qui rentrent dans ma poche, des validateurs. Même dans un mécanisme potentiel de fee switch, si vous voulez. Une partie qui va être redistribuée. Je vous expliquerai pourquoi aujourd'hui, en fait, on peut encore le pricer et pourquoi ça n'a pas encore été pricé par le marché. Il manque juste un tout petit truc et vous allez le voir. Vous avez également AAV. AAV plutôt sur un PER de 10, 5 milliards de dollars de capitalisation, VS ici, 500 millions de revenus net value. Donc, si on peut corréler et comparer AAV par rapport à son protocole VS du Solana ou du Ethereum, vous imaginez le décalage de prix par rapport à sa net value actuellement récupérée ou ses fees générés au sein de son protocole. Ce truc-là, qu'on le veuille ou non, peut être considéré comme sous-évalué. C'est la raison pour laquelle on est bien dans des zones de TP. On le regarde par rapport à l'indicateur de Twenty, 110% bravo, même un deuxième 110%, c'est gratos. Et vous avez un TP numéro 2 qui doit être pris. Donc ça, c'est le plan, ça, c'est la stratégie. Pour moi, 110%. Après, moi, je vais chercher les extensions. Donc, j'irai chercher les extensions. Et ça ne va pas me rendre fou de voir un AAV à 1000 dollars ou à 1500 dollars dans 3 mois. Si ce narratif vient arriver. Et vous allez voir qu'il va arriver et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Vous avez aussi
Une autre crypto, je l'ai mise de façon non arbitraire, plutôt par rapport à une situation de lecture, c'est ENA. Vous en avez peut-être de l'ENA dans le portefeuille parce que je sais que beaucoup de personnes me l'ont déjà demandé. Donc, avec grand plaisir de vous en reparler. On reste quand même dans une bonne zone, même si on est un petit peu au-dessus et plutôt dans des zones de TP. On reste dans une bonne zone de swing ici. Et ENA corrélé par rapport à sa capitalisation vis-à-vis de sa fees value récupérée, on est sur un PER. Alors, je ne peux pas dire un PER, mais on peut dire peut-être un PEC, si vous voulez crypto, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, ou PEF par rapport aux fees. Vous pouvez imaginer comme vous voulez. Sur un PER actuellement, un PEF de 12. Donc ça reste intéressant. Et si vous allez regarder ce qui s'est passé récemment, ça c'est du côté en fait Donald Trump JR et je vous l'ai présenté hier, vous avez en fait un achat de près de 4,7 millions de ENA qui ont été achetés en dollars. TRX acheté, non, c'est bizarre, AV acheté, pour tout. ETH acheté et WBTC. Vous vous rappelez? WRAP, restaking, donc créer un rendement sur le rendement, effet de levier supplémentaire. Je ne sais pas si vous remarquez, mais je vous cite des trucs sur le restaking potentiel, qui n'est pas forcément encore été voté par rapport à la communauté, parce que je vous donnerai d'autres choses qui peuvent être et qui peuvent intégrer en fait le fee switch juste sur un vote de la DAO. Bah, toutes les cryptos de Donald Trump JR font partie en fait de ce potentiel narratif. Intéressant. On continue, on finit là-dessus et vous allez comprendre là où je veux en venir. Vous avez Morpho. Morpho, je l'ai mis, mais pourquoi Hermès, tu mets Morpho? Alors, Morpho, c'est un PER également de 8, donc vous voyez que tout le monde se tient à peu près dans un mouchoir de poche par rapport à une situation de market, parce que c'est un projet français. Voilà, tout simplement. Donc, je voulais quand même faire un petit clin d'œil à la francophonie. Ça a été créé par Paul Frambeau. Je sais que beaucoup d'entre vous y sont. Et il y a un concept de fiche 8 qui peut être généré et qui peut être directement voté par la communauté. Donc la question à se poser, si vous êtes détenteur de ce protocole-là, de ce token-là, et que vous avez décidé de participer à sa gouvernance, est-ce que vous voterez oui pour une redistribution aux détenteurs du projet, ou est-ce que vous voterez non en fonction de ce qui vous est exposé? Vous comprenez? Donc ça permet en fait de nous mettre, bien évidemment, dans un cas de figure. Et oui, ce serait très intéressant d'avoir cette idée de fiche 8 qui est tout simplement protocolairement et techniquement possible, mais toujours pas fait. Deux crypto-monnaies que je vais moi mettre dans mon portefeuille et donc j'ai décidé d'arbitrer. Et j'en ai deux qui ont attiré mon attention. Le premier, c'est Lido. Regardez comme c'est beau. Ça rentre tout à fait dans mes conditions par rapport à une zone de rechargement d'achat d'une latéralisation. Actuellement, 1 milliard de capitalisation pour 1 milliard de revenus. Je répète, 1 milliard de capitalisation, 1 milliard de revenus pour Lido. Il est où Lido? Il est parti Lido. Je l'avais pas là. Il est pas là. Ah bah il est là, Lido Finance. 1 milliard de dollars de revenus, 1 milliard de capitalisation, PER 1. Potentiel fois 8 si on prend la moyenne de ce qu'on vient, même si la moyenne, si on prend Ethereum et Solana. Potentiel fois 8, juste par rapport à un narratif visé. Alors oui, faites bien vos propres recherches. On ne le dira jamais assez. Lido reste un concentrateur aujourd'hui d'Ethereum par rapport à la possibilité, si vous n'avez pas vos 32 Ethers, de participer à la validation vis-à-vis du réseau Ethereum. L'idée, c'était d'immobiliser des fonds dans le staking traditionnel pour limiter la flexibilité de détention du token natif Ethereum. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir 32 Ethers. Donc le concept, bien évidemment, de fiche switch peut être organisé par Lido. C'est juste une question technique et de DAO. Ce serait une décision dite communautaire. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Actuellement, Lido, c'est basé, c'est une gouvernance, donc c'est décentralisé, hein, sans souci là-dessus. Et c'est une forte présence en Europe. Et vous avez son copain. Son copain, c'est Jito, qui non pas lui a été créé sur la blockchain Ethereum, mais plutôt créé sur la blockchain Solana. Parfaite latéralisation. Quand je vois ça, j'adore. Vous le prenez, 860 millions de market cap, 800 millions de net revenus, PER 1 ou inférieur à 1, inférieur à 1. Et lui est basé aux États-Unis. OK. Qu'est-ce qui va donc se passer d'ici très peu de temps? FedChain, je l'ai mis parce que c'est également dans l'idée d'un levier de croissance par rapport aux agents autonomes, donc décentralisés ici. Je pense qu'ils sont en fer de lance et ça peut faire partie d'une forme de redistribution au niveau de l'IA. Et je voulais aussi vous parler de l'IA, mais comme je vois que la vidéo elle dépasse les 40 minutes, je ne vais pas poursuivre. Je me suis un petit peu éparpillé au début de la vidéo, je m'en excuse. Donc j'essaierai de vous la chapitrer pour que vous ayez juste le maximum pour la fin de la vidéo. Donc parfait pour ça.
Et l'idée en fait, de redistribuer aux détenteurs et aux stakers du protocole FedChain directement via à la contrainte des tokens qui seraient utilisés par rapport à l'utilisation des agents autonomes. Je pense que c'est imminent et je pense qu'en fait, on ne le verra pas nous comme ça, parce qu'en fait, on s'en fout. On verra juste que ça monte. Mais d'un côté, ça ne montera pas pour la même manière, de la même raison, mais ça montera de toute manière. Donc finalement, bienvenue dans le all season. Et je pense que c'est imminent. Je pense que c'est maintenant que ça va se passer. Pourquoi ça ne se passe pas? Parce qu'il nous manque un truc. Il nous manque un foutu stylo avec une signature de Donald Trump pour dire tout simplement le staking est légal in USA. C'est tout ce qui nous manque en fait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, que actuellement, si vous prenez Ethereum au niveau de l'ETF, même oui, si ça monte et qu'on commence à avoir un bon flux haussier entrant sur ces Ethers, vous n'avez pas la possibilité, via ces produits spot, de pouvoir bénéficier du rendement alloué par Ethereum. En fait, BlackRock ne peut pas prendre les Ethers qu'il a et les mettre dans un protocole en tant que validateur. C'est illégal aux États-Unis actuellement. On se donne combien de temps pour que ce soit légal? Alors, elle va mettre combien de temps, notre nouvelle amie de la SEC, Crypto-Friendly, j'ai oublié son nom, excusez-moi, qui a serré la main pas plus tard qu'hier soir à Gary Gensler, qui a déposé sa démission, évidemment. 1 semaine? 2 semaines? 3 semaines? Allez, pour le mettre en place, il faudra peut-être 3 semaines, peut-être 1 mois. Pour le dire, il faudra combien de temps? Et vous avez compris ce qu'on price. Et on revient au début de la vidéo. Buy the rumor, sell the news. S'il y a un mot qui sort par rapport à une possibilité, juste sur les ETF au comptant Ethereum, de pouvoir être engagé en tant que validateur via ces fonds institutionnalisés, le marché décolle et ces cryptos que je viens de vous citer décollent. Et je pense que celles qui peuvent le plus décoller, ce serait Jito via la blockchain Solana et ce serait potentiellement Lido via la blockchain Ethereum. Parce qu'en fait, ici, ils auront la possibilité d'exploser leur protocole via des Américains qui viendront directement, parce qu'ils n'ont pas donc les moyens, mais directement au sein de leur protocole. Et je pense que ça sera marché, ce sera pricé. Dès lors, si je devais exactement par rapport à une forme de prise de conscience, vous expliquer comment ça pourrait se passer par rapport à ces deux cryptos ou d'autres, vous pouvez vous faire vos propres recherches, sachant que le fiche switch sera directement, pour la plupart des projets, directement lié à un vote de DAO. Et tout le monde le fera d'un coup. Vous allez voir que ça va fleurir dans tous les sens et ce sera super. Et le dernier qui le fait, il aura perdu. C'est comme ça en fait qu'il faut l'imaginer. Ça me fait penser à Matic, ex Matic. Donc je ne sais pas si j'ai oui ou non l'historique. J'ai pas l'historique, c'est pénible. Est-ce que je peux l'avoir Matic sur TradingView, sur ici, Paul ex-Matic? Logiquement, je peux peut-être l'avoir sur CoinMarketCap. On va regarder ça immédiatement. Mais ça pourrait très bien ressembler, ça ressemblerait très probablement à. Je suis allé sur Matic, mais c'est par rapport au cycle précédent vis-à-vis du narratif qui avait été soumis, donc je ne l'ai pas ici. Ça correspondrait en fait à directement XRP, à ça. Donc voilà comment ça partirait. S'il y a une signature de Donald Trump, vous voyez les tokens via des soumissions de fiche-switch, ça devrait ressembler à ça. Pourquoi? Parce que le marché intégrerait de façon très brutale la possibilité de trouver de nouveaux leviers de croissance. Moralité de cette histoire. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que ce Top Crypto était très sympathique. Donc j'intègre ça directement dans une zone confortable et tout à fait réfléchie. Continuez vos propres recherches parce qu'il y a beaucoup de red flags quand même, notamment sur Lido par rapport à une hyper concentration de ces tokens, etc. Donc si on est plutôt pro décentralisation, Lido, c'est pas exactement le type de protocole qu'on veut, mais rappelez-vous toujours de cette chose-là. Ces protocoles qui fonctionnent et qui sont en devenir répondent toujours à un problème. Répond toujours à un problème. Donc c'est une façon de pouvoir être distribué par rapport à un effet de levier de risk-taking sur la blockchain Ethereum et Jito par rapport à la blockchain Solana. Mais pour l'instant, on n'en parle pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le faire aux États-Unis jusqu'à preuve du contraire. Mais peut-être que dans 3 jours, ce sera bon. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin un tout petit peu moins longue. Ciao.